parole à Ravélie Lemel, donc sans plus tarder, je lui laisse la parole. Voilà, Shavuot. Shavuot à toutes et à tous, avec la permission du Rav, de toute la communauté. C'est vrai que je connais l'adresse, mais je suis jamais venu. Donc c'est vrai que c'est sympathique. Le thème qu'on m'a demandé d'aborder ce soir, c'est un thème qui est assez récurrent ces derniers temps, c'est la construction de la famille. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde il y a quelques années quels étaient les thèmes qui étaient abordés lors des cours. On abordait relativement peu des sujets tels que la construction du couple, la construction de la famille, l'éducation des enfants. Et puis, ces dernières années, il y a une forme d'émergence. On réalise qu'il faut en parler de plus en plus. Que s'est-il passé? Comment se fait-il qu'il faut réfléchir à cela, qu'il faut un enseignement là-dessus? Avant de rentrer un peu plus dans les détails, si vous le voulez bien, je vais essayer de faire un état des lieux. L'état des lieux va être le suivant. Aujourd'hui, a priori, le couple et la famille devraient bien aller. Et ce, pour une raison très simple. Le couple devrait bien aller parce que, de manière générale, on ne se marie plus à 20 ans. La plupart du temps, les gens se marient à 25, 30, voire plus. Et, soyons très réalistes, dans l'immense majorité des cas, ils ont fait ce que j'appellerais pudiquement avant des études comparatives. Et il n'y a pas donc l'idée de se dire avec quelqu'un d'autre, peut-être ça aurait été mieux. Souvent, ce n'est pas la première personne. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les gens ne se connaissent pas avant de se marier. Ils se connaissent, parfois même extrêmement bien. Dans les petites annonces, on dit voir plus si affinité. Quand quelqu'un vous annonce qu'il va se fiancer, il vous dit maintenant qu'il va se fiancer, généralement il ne se fiance pas la semaine prochaine, il va se fiancer dans quelques mois et le mariage, il dit c'est pour juin. On dit à Mazel Tov, non, juin 2013. On a l'impression qu'il faut aller commencer à récolter le blé, faire la farine, tellement ça prend du temps à préparer un mariage. Donc on sait que les gens se connaissent, ont pris le temps de se fréquenter, de se découvrir longtemps, voire même fort longtemps. Souvent, ils ne sont pas à leur première expérience, c'est une réalité. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes à un taux de près de 50% de divorce. Dirigeant une structure qui s'appelle la Maison de la Famille, je suis malheureusement bien placé pour en parler, vu le nombre d'appels et de consultations qu'il y a pour gérer ce genre de problématiques. Surprenant. De la même manière, au niveau des enfants, aujourd'hui, on a 1, 2, éventuellement 3 enfants. À partir de 4 ou 5, dans l'immense majorité des cas, ce sont des familles recomposées. Bien sûr, il existe des familles dans lesquelles il y a 4, 5, voire même plus d'enfants, mais c'est de plus en plus rare. Les enfants n'arrivent pas dans la famille lorsque le couple est très jeune. Il y en a un qui arrive, on prend le temps de programmer le second, préférence une naissance avant le 31 décembre, ça fera une demi-part en plus au niveau de la déclaration d'impôt. Et puis, ils ont quand même un certain confort. Alors bien sûr, pas toujours. Il y a des familles chez qui malheureusement le quotidien est extrêmement difficile. Mais de manière générale, les enfants ont aujourd'hui, en tout cas en France, un certain confort d'existence, des structures et d'éducation qui sont là pour les aider. A priori, des parents qui sont censés être adultes et matures, la relation devrait bien se passer, il devrait y avoir un vrai échange, on a le temps de se parler, de se voir. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, les ruptures adolescentes dans la relation entre les parents et les enfants sont de plus en plus fréquentes. Nous avons l'impression, et pas juste l'impression, que les parents ont peur de leurs enfants, alors qu'ils leur donnent de plus en plus. Ça, c'est juste pour dire aux autres de l'éteindre, en effet. Et donc, que se passe-t-il? Alors, on ne va pas faire une analyse, trop fouillée là-dessus, mais je voulais poser ça comme étant une forme de constat. Et sur la base de ça, essayer d'explorer avec vous quelques pistes de réflexion sur ce que sont les fondamentaux de la famille et quels sont surtout aujourd'hui les enjeux dans notre société actuelle. Parce que je crois qu'il est absolument urgent d'accepter qu'étant dans de nouvelles donnes, nos modèles doivent être différents. Certaines personnes vont me dire, mais attendez, chez nous ça n'a jamais été comme ça, chez mes parents on n'a jamais fait ça, chez nous mon père, chez nous ma mère, chez nous les enfants, chez nous le couple.
Il n'y a aucun problème. Je suis totalement pour. Mais dans ce cas-là, vous me donnez votre portable, vous évacuez de la maison, c'est le cas de le dire. On soit gentil pour les autres, au moins d'essayer de les éteindre, sauf le médecin urgentiste. Donc, vous me rendez votre portable, la machine à laver la vaisselle, la machine à laver le linge, il n'y a pas de problème. On veut fonctionner comme il y a 50 ans, pas de problème. Vous évacuez Internet, les iPads, les iPods, les iTouch, tout. Si c'est comme ça, on peut éventuellement penser comme il y a 50 ans dans la relation, dans les parents et les enfants et dans le couple. Aujourd'hui, nous sommes avec de nouvelles données, nous n'avons pas le choix. Et je vous le dis clairement, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de repenser de manière extrêmement forte comment nous allons construire ces familles qui, même si, grâce à Dieu, vont bien de manière générale, vont quand même pas toujours aussi bien. Et nous en voyons aujourd'hui les résultats chez les adolescents et surtout chez tous ces jeunes qui ont tout pour eux et qui n'arrivent absolument pas à s'engager eux-mêmes dans des vies de famille, dans des vies de couple. Et quand ils se retrouvent à l'intérieur, souvent explosent en vol extrêmement rapidement. Donc, on va prendre le texte, on va voir un petit peu ce que la Torah nous propose et essayer de reposer ça avec une accentuation peut-être plus importante sur les problématiques d'éducation. Le couple, bien sûr, c'est une longue histoire. On en parle, c'est vraiment le sujet du jour, c'est la paracha de la semaine. Juste 2-3 points. 2-3 points au passage, ce sont des pistes, ce sont des ouvertures. On ne peut pas traiter, et à la fois dans la même conférence, d'une réflexion sur le couple et sur l'éducation. Donc on va s'axer un petit peu plus sur l'éducation. Mais la base même d'une famille, c'est quand même un couple. Un couple, c'est quoi? C'est la rencontre entre deux êtres profondément différents. Il n'y a rien de plus étrange pour un homme qu'une femme et réciproquement. Rien de plus étrange, rien de plus incompréhensible. Et pourtant, Hachem nous demande de nous confronter avec quelqu'un qui ne nous ressemble absolument pas et de construire avec lui au quotidien quelque chose qui va assurer la pérennité du peuple juif. Où est l'enjeu et quelle est la dimension particulière et spécifique? Alors, la Torah nous appelle l'autre, le conjoint, Rezer Konegdo, une aide contre lui. Terme curieux. Pourquoi la Torah m'appelle l'autre Rezer Konegdo, une aide contre lui? C'est vrai que nous les juifs, on est des spécialistes de la théorie qui dit pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué. On connaît ça. Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Faisons compliqué. Donc, au lieu de dire je vais lui faire un conjoint, la Torah nous dit, et c'est le Rezer, une aide, Konegdo. Et Koneged, c'est pas Ito avec lui, Koneged, contre lui. C'est un peu violent. C'est comme ça que l'on parle de l'apparition du conjoint, de l'autre. Une idée à partager avec vous. Rezer, une aide, c'est un mot qui est composé de 3 lettres avec lesquelles vous allez faire un autre mot. L'autre mot que vous pouvez faire avec Rezer, c'est le mot Zera. Zera, c'est quoi? C'est une semence. C'est quoi une semence? Une semence, c'est quelque chose de minuscule, de pas important, a priori, mais qui a à l'intérieur d'elle ce que j'appellerais un monde des possibles. Lorsque vous prenez une graine, que vous la plantez dans le sol, cette graine possède un certain nombre de potentiels. Elle possède la possibilité de pouvoir un jour germer et de donner quelque chose d'extraordinaire. Notre seul problème à nous, c'est que comme nous ne le voyons pas à l'instant T, nous allons devoir investir par rapport à une chose qui n'est pas encore présente pour la faire arriver. Le principe même du couple, c'est de voir dans l'autre quelqu'un qui est à l'image d'une semence, c'est-à-dire un univers en devenir. Quelqu'un qui a un potentiel de réalisation, quelqu'un qui possède à l'intérieur de lui un certain nombre de qualités qui vont lui permettre de réaliser beaucoup de choses, mais à nous de savoir investir pour pouvoir faire en telle sorte que ce potentiel puisse un jour s'exprimer dans le monde du réel. Ça demande un investissement au quotidien, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est fondamental, surtout pour un jeune couple, et même dans un couple qui est marié depuis un certain nombre d'années, de se dire, mais au fond, ma fonction à moi de conjoint, c'est de voir en l'autre un monde des possibles qui va pouvoir se développer à partir du moment où j'investis ce qui est nécessaire pour que ça se développe et que je sois capable d'attendre et de prendre le temps que ça se réalise. Ça, c'est déjà le premier point. Ce premier point, il est fondamental,
si on était capable de le faire exister au niveau du couple, on serait capable de le faire exister au niveau de l'éducation. Or, l'éducation, c'est exactement le même principe. Un enfant, c'est un monde des possibles qui n'est pas encore présent, mais qui est en devenir. Et notre fonction parentale à nous, c'est de savoir investir pour que ce devenir puisse se réaliser, même s'il n'apparaît pas tout de suite. Et c'est quoi la particularité d'une graine? Une graine, vous la mettez en terre, c'est-à-dire, on ne voit rien. Il y a un mouvement qui se crée. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Ah, il n'y a rien qui sort. Les résultats tangibles, visibles, quantifiables, mesurables ne sont pas encore là. Ce n'est pas grave. Les choses sont en train de se mettre en place. Nous sommes dans une génération de la performance. Nous sommes dans un système dans lequel nous devons quantifier les réussites. Et l'école, malheureusement, ne nous aide pas. Puisque dans l'école, on définit la valeur d'un enfant à travers une note, alors qu'un enfant, c'est tout sauf une note. À partir de là, nous, en tant que parents, nous devons savoir, et si on l'a fait au niveau du couple, on pourra le faire pour l'enfant. Que l'enfant, ça a aussi démarré sur un zéra, sur une semence. C'était minuscule. Et on a pris le temps, pendant 9 mois, cet enfant a pris le temps de se développer pour pouvoir émerger. Et bien maintenant, dans notre fonction éducative à nous, parents, nous devons savoir qu'il y a un monde des possibles qui se réalise et nous ne devons pas attendre des résultats immédiats, mais se poser la question du devenir de l'enfant dans quelques bonnes années, lorsqu'il abordera l'âge adulte. J'en ai assez de voir de jeunes adultes complètement déstructurés, avec des réussites peut-être sociales, quantifiables, mais au niveau de leur personnalité, au niveau de leur construction intérieure, absolument inachevées, parce que ce qu'on a voulu, c'est afficher une réussite et non pas construire quelqu'un de réussi. Ça, c'est un travail que l'on fait d'abord au niveau du couple. Quand au niveau du couple, on le met en place, on peut mettre en place ce processus au niveau de l'enfant. Lorsque par la suite on va l'éduquer, on y reviendra par la suite. Je ferme cette parenthèse. On appelle ça l'effet miroir. Et vous allez voir que si c'est valable pour le couple, c'est exactement valable aussi pour l'éducation. Que Negdo contre lui. L'autre me renvoie mon image. Traduit différemment, c'est à l'intérieur du couple et de la famille que l'on révèle réellement ce que l'on est. À l'extérieur, nous sommes tous en, entre guillemets, séduction. Nous cherchons à plaire et ça n'a rien de péjoratif. On a tous envie d'être plaisant, on a tous envie d'être regardé de manière sympathique. Là, je pourrais parfaitement vous donner ma conférence comme ça, vous dire les mêmes mots, ça ne vous plairait pas. J'ai envie que ça vous plaise, c'est normal. Chacun d'entre nous, là où la séduction est péjorative, c'est quand elle est dans une stratégie de captation de l'autre. Où là, ça peut être un problème. Donc, que Negdo, c'est quoi? C'est l'autre et contre moi me renvoie mon image, parce que dans le couple, dans la famille, on ne cherche plus à plaire. On y est et on apparaît comme ce que l'on est. Nos colères, nos tensions, nos paresses, nos énervements, nos rancœurs apparaissent dans le cadre de la famille lorsque les portes sont fermées. Lorsque plus personne n'est là pour observer ce qui se passe, c'est à ce moment-là où nous révélons réellement ce que nous sommes. Dans la confrontation à l'autre. Et c'est là où en effet ça pose problème, c'est que l'autre sait qui on est. Alors il y a deux possibilités. En quoi il est réserve, en quoi il va nous aider. L'autre nous aide, parce qu'il nous renvoie l'image de ce que nous sommes et nous permet donc d'évoluer. On ne peut grandir que sur la base d'un constat qui est celui des éléments sur lesquels nous devons progresser. Comment je peux grandir en tant qu'individu? Quand je sais ce qui ne va pas. Quand dans mon couple je vois bien que lorsque quelque chose me déplaît, je me mets en colère. Lorsque dans mon couple, quand personne ne me voit, je réalise que si rien ne m'oblige, alors je ne me prends pas en main. Donc je constate que j'ai un problème de paresse, je constate que j'ai un problème de colère, je constate... Mais c'est génial, parce que maintenant je sais sur quoi je vais pouvoir travailler. Ça c'est là bien sûr, pour celui qui considère que sa vie, c'est un mouvement perpétuel, et que l'on ne se fiche pas, mais qu'au contraire, on se construit et on évolue. Et que la découverte d'une difficulté, c'est une proposition de grandeur. Comme ce que l'on fera pour un enfant. Un enfant, on découvre ce qu'il est dans le cadre de la famille. Il n'est pas l'enfant idéal, il n'est pas l'enfant fantasmé. Il n'est pas celui qui l'on va exhiber comme étant l'expression de notre réussite. Il va créer chez nous des blessures narcissiques. On ne pourra pas afficher notre réussite à travers sa réussite.
Il a ses difficultés, ses dysfonctionnements, ses grandeurs, ses qualités, mais ses défauts. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on se révolte, soit on l'accepte et on se dit, voilà, le chemin de l'enfant va être exactement calqué sur mon propre chemin. J'ai découvert dans mon couple qu'est-ce qui n'allait pas chez moi et qu'est-ce qui allait aussi. J'ai découvert dans mon couple quels sont mes points faibles. Parce que comme je suis dans un cadre fermé et que j'ai l'impression que ça y est, ici, de toute façon, je resterai ad vitam aeternam et que rien ne peut m'en faire sortir, donc je me révèle dans ce que je suis. Donc maintenant, quand je le découvre, et on le découvre souvent à travers le conflit, l'autre me dit, mais arrête d'être ceci, ceci, cela, alors je me dis, bon, très bien. Donc l'autre me renvoie l'image de ce que je suis. Génial, je sais sur quoi je dois travailler. Je sais maintenant que je vais devoir progresser, j'ai pas le choix. Idem pour l'enfant. L'enfant, c'est un être qui a aussi un travail à faire sur lui-même, que nous devons aider. Si cette dimension existe dans notre couple, elle existera aussi chez l'enfant. On ne peut pas demander à un enfant d'être dans une démarche de progression par rapport à lui-même si nous-mêmes ça n'existe pas. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous connaissez, il y a des gens, vous leur dites, des gens adorables. Par exemple, là, on va prendre un exemple, un grand classique, un peu coléreux. Mais à côté de ça, généreux, gentil, très sympathique. Mais, moi, quand il y a quelque chose qui me pose problème, faut pas me chercher. Mais en dehors de ça, plein de qualités. Mais ça. Donc tout le monde sait à la maison que si on a un problème, ça explose. D'accord? Donc quand on lui dit, mais regarde, il dit, ah, je suis désolé, moi je suis comme ça que saoulé. Moi je suis comme ça, moi je suis nerveux, faut pas. Mais un côté adorable, hein, plein de qualités, généreux, gentil, très sympa. Mais la colère. Alors moi j'imagine la situation suivante. J'imagine que on va se retrouver un beau soir avec le fiston qui rentre à la maison et qui dit, papa, maman, j'ai quelque chose à vous montrer. Son bulletin de notes. Donc il vous amène le bulletin de notes. Mais sur le bulletin de notes, vous savez ce qu'il y a? Le sigle des Jeux Olympiques. 0, 0, 0, 0, 0. Alors vous avez le père qui est là et la mère. Oh! C'est ce qu'il dit l'enfant. Oh, je suis désolé, hein. Moi je suis paresseux, c'est ma nature. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça. Mais à côté de ça, je rends service et je suis très souriant. Et quand on me demande d'aider, j'aide et je descends la poubelle et je fais rigoler mes frères et sœurs. Mais attendez, c'est ma nature. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on lui dit? Si on lui dit, faut changer, il va dire, et quoi tu changes? Enfin, il ne me le dira pas. Mais quelque part, au nom de quoi je ne devrais pas être dans le même principe que ce que je vois chez moi? Chez moi, on considère que quand on a un défaut, on l'accepte et c'est comme ça. Et du moment qu'il y a des qualités qui compensent, tout va bien. Mais chez moi, c'est la même chose. Pourquoi pas? Ça se tient. Là, on va lui faire un grand pile-poule. Non, mais tu comprends parce que toi, c'est pas vrai. C'est pas crédible. Le mouvement que nous allons créer chez nous, dans notre propre existence, au niveau de notre transformation, est quelque chose qui nous permettra, d'être crédible, qu'on demandera à l'enfant de changer, d'évoluer, qu'on l'aidera à le faire, et permettra aussi de créer une atmosphère dans laquelle l'idée du changement fait partie de la sphère familiale. Dans un univers qui s'appelle la thérapie systémique, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais qui est très très Torah, on sait qu'une famille c'est un système. Et que dans un système, quand quelqu'un bouge, c'est tout le système qui bouge. Et je vais vous donner un exemple qui est extrêmement courant aujourd'hui. Le rapport que nos enfants ont avec les limites. Les enfants ont de vrais problèmes avec les limites. Quand un enfant a un problème avec une limite, pardonnez-moi, en tant que père, en tant que mère, en tant que parent, je dois peut-être me poser une question. Où j'en suis moi dans mon rapport aux limites? Traduction, tant que c'est l'univers extérieur à moi qui m'oblige à avoir des limites, parce que le travail m'oblige à avoir des cadres, la maison m'oblige à avoir des cadres, j'ai pas le choix, mais est-ce que moi je me suis mis mes propres limites? Est-ce que moi j'ai mes propres limites à moi? Et est-ce que je les tiens? Ou est-ce que je joue avec les limites? Si je commence à faire un travail sur moi, je vous assure que c'est quelque chose qui va avoir un impact au niveau de la sphère familiale et au niveau des enfants. Ça, c'est donc, j'ai envie de dire, le point de départ de l'interaction qui existe entre le couple et l'enfant. Réserve, voir dans l'autre un monde des possibles et lui donner les moyens de le réaliser, c'est valable dans la relation conjointe et dans la relation à l'enfant. Que necdo, l'autre me renvoie mon image
et quelque part m'oblige à grandir. L'enfant, je découvre sa réalité et quelque part, je vais l'aider maintenant lui aussi à grandir. Et rappelons-nous toujours que la difficulté que l'on découvre, c'est une proposition de grandeur. Parce que c'est sur ce qui ne va pas que nous allons pouvoir grandir, évoluer et nous développer. La Torah n'applaudit pas les résultats. La Torah applaudit les efforts que nous faisons pour pouvoir y accéder. La Torah applaudit le fait que quand je commence un processus de transformation, ce processus de transformation me transforme en tant que tel. Ce qui fait qu'au fond on se sent bien, c'est que notre chemin agit sur nous et ce n'est pas tant le résultat. C'est valable pour là comme pour l'enfant. Maintenant, on va rentrer dans un autre point. Je crée des pistes. Chacun des sujets que j'aborde mérite un développement en tant que tel. J'ai tout à l'heure un peu plus travaillé sur la problématique des limites, mais là, on va essayer d'ouvrir donc un certain nombre de pistes entre le couple et l'éducation. Essayer de voir si on n'a pas ici un certain nombre de parallèles et d'éléments sur lesquels on peut travailler. On a donc un couple et un problème d'éducation. Le couple se construit sur quoi? Alors, je vais dire une phrase un peu violente. Le couple se construit sur un deuil. Le deuil du couple idéal. L'éducation se construit sur un deuil, le deuil de l'enfant idéalisé et fantasmé. On a tous des schémas. Tous. On a tous des schémas sur la manière dont l'autre devrait être. On a été abreuvés. Des schémas sur ce que devrait être l'autre et sur les schémas sur lesquels devrait être la relation. On est abreuvé de films et on est tous persuadés que... Ah, d'accord? Ça, c'est dans les films. On est tous persuadés que chez l'autre, vendredi soir, papa est assis souriant, maman est en train de servir gentiment, pendant que les enfants autour de la table chantent les émirotes, en faisant des jolis livrets Torah, et que papa, même s'il est explosé par une semaine de travail, tient bon la route, et malgré la dafina, est droit dans ses bottes et ne s'écroule pas le nez dans son... Vous êtes sûr que c'est... D'accord? Ça, c'est dans les livres. Ça, c'est dans les livres. C'est les images d'Épinal. L'idée, c'est de faire le deuil. Je prends le deuil. C'est-à-dire, on met de côté l'image de ce que l'autre devait être. Et on accepte de découvrir la réalité de l'autre. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel, quand l'autre ne correspond pas à ce que l'on attend, qu'est-ce qu'on fait? Éjecte. Exit. On passe à autre chose. Et c'est pas Facebook qui va nous aider à changer. Ça me déplaît, hop, je passe à autre chose. Je switch. Et la facilité avec laquelle on switch, elle est déconcertante dans les relations humaines, dans les relations entre guillemets pseudo-amoureuses et même dans les relations de couple. On se déculpabilise en disant on prendra de bons thérapeutes qui aideront nos enfants à gérer le divorce et tout ira bien. Je peux vous rassurer tout de suite, c'est faux. C'est faux. On se sort de toutes les situations, mais une situation, elle laisse toujours des cicatrices. Alors parfois, on n'a pas le choix. Mais la question est de savoir, est-ce que notre histoire de couple et notre histoire de famille est suffisamment importante pour qu'on ait envie de se battre pour elle? Pour qu'on ait envie de se battre. Se battre ne veut pas dire nécessairement qu'on gagnera toujours. Mais est-ce comment on s'est battu? Est-ce qu'on s'est révélé à soi-même l'importance des choses à travers les énergies que l'on a procurées pour essayer d'y arriver? Ça, c'est donc un point. Mettre de côté les images fantasmées. Accepter la réalité de ce que l'on découvre. Cet enfant... difficile à travailler, il n'arrive pas à tenir en place. Ok, je l'accepte. Je l'aime non pas pour ce qu'il fait, mais je l'aime pour ce qu'il est. Parce que si on m'aime pour ce que je fais et non pas pour ce que je suis, je serai sans arrêt sur ce que j'appellerais un siège éjectable. J'ai l'impression que c'est notre comportement qui fera que l'on est aimé ou que l'on n'est pas aimé. On est aimé parce qu'on est, point. Et pas parce que je fais ça ou je fais pas ça. Ces éléments-là, ils sont valables dans le couple, comme dans l'éducation. Ce sont des choses qui doivent fonctionner dans le même principe. Et au fond, si on réfléchit, c'est à la portée de tout le monde. Mais nous sommes dans une société de spirale. Nous sommes dans une société dans laquelle nous n'avons pas le temps, nous ne nous posons pas, et on laisse faire les choses. En étant persuadés que les modèles que nous avons vus chez nos parents, si nous les reproduisons, ça fonctionnera sur le même principe. Or, la réalité nous montre bien que non.
Donc soit on accepte de se laisser bouleverser, soit on gère, mais quelque part, après, il faudra quand même assumer notre responsabilité si éventuellement il y a des échecs. L'échec n'est pas nécessairement quelque chose de visible. L'échec, c'est le monde des possibles qui ne s'est pas réalisé. C'est la construction qui aurait dû être et qui n'est pas là. C'est celui-là l'échec. C'est pas l'échec, c'est l'autre est un clochard, c'est pas ça. Dans quel état on laisse l'autre? Au fond, comment est-ce qu'il est à l'intérieur de lui? Comment est-ce qu'il est construit? Comment est-ce qu'il va construire si lui-même n'est pas construit? Ça fait partie des enjeux. Et au fond, si on réfléchit un instant, c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça nous donne des ouvertures fabuleuses. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, on sait qu'on a un vrai travail à faire. On sait très bien que le sourire que l'on va avoir va être un élément déterminant dans l'équilibre familial et que l'effort que je vais faire pour sourire, même si je n'ai pas envie de sourire, peut changer une atmosphère. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire si on réfléchit. C'est-à-dire, il est extraordinaire de réaliser que nous pouvons transformer, changer et faire avancer les choses. On va s'arrêter maintenant sur quelques points un peu plus concrets. Et tout d'abord, toujours je vais être dans ce parallèle entre le couple et l'éducation sur un élément qui est fondamental. Vous allez me dire c'est évident, mais c'est pas grave, je vais le redire. C'est ce que l'on appelle la communication. Alors tout le monde dit, il faut communiquer. Aujourd'hui, soi-disant, à l'époque de la communication, on ne communique rien du tout. C'est un bourdonnement. C'est tout sauf de la communication. Alors, communiquer. Alors les gens disent, on n'arrive pas à communiquer entre nous. Communique pas. Alors, je vous rappelle que communiquer, c'est quoi? C'est pas juste se parler. Parce que les animaux, les abeilles, se parlent. Il y a ce que j'appellerais la communication de nécessité et la communication. Communication de nécessité, c'est passe-moi le sel. Où est-ce qu'on va en vacances? Qu'est-ce que je te ramène comme les courses? Ça, c'est ce qu'on appelle les communications de nécessité. C'est technique. C'est toi qui amènes les enfants, c'est moi qui les cherche, moi chez ta mère, moi chez mon père. Pourquoi ça vous fait rire? Communication de nécessité. Certains vont dire, moi, c'est pas du tout nécessaire d'aller chez sa mère. D'accord, très bien. Ferme la parenthèse. Mais, vous savez, j'ai le bonheur d'être beau-père, d'accord? Quand on est devenu beaux-parents avec mon épouse, on s'est regardé, on a dit, bon, maintenant, il n'y a qu'une seule règle, il n'y en a pas deux. Une. Le reste, c'est des détails. Donc, communication, il faut communiquer. Alors on dit, ouais, mais on veut communiquer, on ne se comprend pas et tout. En effet, vous avez raison. Souvent, on a des problèmes de communication avec nos enfants, avec nos conjoints. Pourquoi? Je vous donne un exemple très simple. Je rentre à la maison le soir, homme, masculin. Ma chère et tendre me demande, comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? Et je dis, j'en peux plus. Et objectivement, j'en peux plus. Hein. C'est-à-dire, objectivement parlant, la journée n'était pas simple, compliquée, je n'en peux plus. Traduction, cocooning maximum, please. Besoin de chaleur, de tendresse, d'affection, de proximité. Très bien. Ferme la parenthèse. Mon épouse revient demain soir à la maison et elle aussi a eu objectivement une journée épuisante. Je lui demande, comment vas-tu, ma chérie? Je n'en peux plus. Traduction pour elle, périmètre de sécurité, please, j'ai besoin d'être seul. Donc on a les mêmes mots, mais pas les mêmes dictionnaires. Donc moi je vous imagine la situation. J'entre à la maison, j'en peux plus. Ma femme entend, j'en peux plus. Pour elle, traduction, j'en peux plus. Il faut le laisser seul. Moi je m'installe tranquillement sur le fauteuil, j'attends que... D'accord? Qu'elle vienne me rejoindre, comment tu vas, machin. À un moment on peut le faire. C'est pas agréable. Et qu'est-ce que je vois brusquement? Je suis seul. Elle me laisse seul. Elle revient 5 minutes après, ça va? Oh, ouais, ça va. Vous connaissez la suite, hein? La même chose dans ma soirée, comment vas-tu? Elle me dit, je n'en peux plus. Et moi, j'ai, oh, pauvre chérie, machin. Non, non, c'est bon, je vais faire la cuisine. Mais tu m'as dit que t'en pouvais plus. Non, non, c'est bon, tout va bien. On a les mêmes mots, on n'a pas les mêmes dictionnaires. On a les mêmes mots, on n'a pas les mêmes dictionnaires. Je vais raconter une histoire authentique qui montre comment les choses peuvent aller. C'est une histoire vraie, c'était en Russie soviétique. Il y a eu un jour comme ça, un Moël américain qui est venu là-bas faire des Brit Milotes. Là-bas, faire des Brit Milotes, c'était coincé, planqué, il y avait des gens qui regardaient s'il n'y avait pas de personnes qui arrivaient et tout, parce qu'ils avaient peur, le KGB et tout. Le Moël fait la Brit Mila,
Les gens étaient un peu dans l'angoisse. Il fait la Brit Mila, il fait le Tfilot, les brachot, et il est traduit en anglais que Shem Shenichnas la Brit, car il connaît le Torah, le Chupol, Masim Tovim. Ça, c'était de l'hébreu. Il traduit en anglais, je vais vous le faire en français. De la même manière que cet enfant est rentré dans l'alliance d'Israël, qu'ainsi il puisse rentrer dans l'univers de la Torah, que de la même manière il aille sous la choupa et dans les bonnes actions. Et brusquement, quand il a fini de dire ça, il sent une ambiance congélateur. Bon, vous verrez qu'on était en Russie, mais il sent un froid dans la salle. Il sent que... Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Et il sent les gens le regardent, il commence à parler, pas content. Bon, il va chez quelqu'un, bon, il dit, excusez-moi, j'ai dû faire une erreur, qu'est-ce que j'ai dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui dit, monsieur le rabbin, mais vous avez maudit le bébé. Il dit, comment j'ai maudit le bébé? Il dit, vous avez dit que de la même manière qu'on lui a fait la Brit Mila, qu'ainsi il aille sous la choupa. Mais non, on ne veuille pas qu'il aille sous la choupa dans l'angoisse, dans la peur et en étant caché. De la même manière. Eux avaient traduit de la même manière, c'est-à-dire dans la même situation. Alors que nous, on traduit que Shem, comme il est rentré ainsi, mais ce n'est pas dans la même situation. Pour montrer que parfois, les mots sont à l'origine des mots MAUX. On a des mots, mais ils n'ont pas le même sens. Et vous savez que ça, c'est un élément fondamental au niveau aussi de l'éducation. Un enfant, quand on lui dit « tu es méchant », ça construit de lui une image totalement dévalorisée. Donc, puisque je suis méchant, je n'ai plus aucune raison de faire des efforts. On le rentre et on le fige à l'intérieur d'une définition. Un enfant, comme un adulte, ne nous pose jamais de problème. Ce qui peut nous poser de problème, c'est ce qu'il fait, pas ce qu'il est. Un enfant va faire une bêtise, on va dire « j'ai pas de problème avec toi ». Toi, il n'y a pas de problème, mais par contre, j'ai un vrai problème avec ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, je ne suis pas d'accord. Ce que tu es, c'est autre chose. Tu n'es pas ce que tu fais. On ne définit pas quelqu'un à travers son acte. La Torah ne fait pas de casier judiciaire. Ça va être un point fondamental. Comment arriver à faire en telle sorte de connaître le dictionnaire de l'autre. Le dictionnaire de l'autre, et pas juste dans les mots, dans ses silences, dans ses non-dits, dans le fait que son attitude veut dire ceci, 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 cela. C'est ça, au fond, un des éléments fondamentaux du couple. Alors on est dans une société dans laquelle les gens sont persuadés que l'autre va découvrir tout seul le sens de leurs attitudes, de leurs gestes, de leurs non-gestes, de leurs silences, de leurs mots. On n'est pas des prophètes. On ne peut pas le savoir. D'où la raison pour laquelle, et là je m'adresse surtout au couple, un des éléments clés qui permet de mettre en place un couple serein, c'est d'accomplir tous les jours une très grande mitzvah. Vous savez, c'est laquelle? La mitzvah de Hocheach Tochiach et Amitecha, la mitzvah de faire des remontrances. Il y en a certains qui se lèvent et qui disent « Moi, je suis un ultra-orthodoxe. Je fais des mitzvahs du matin au soir. Je me lève, je commence par une mitzvah. Je me couche, encore une petite mitzvah. Et avant de m'endormir, encore une petite mitzvah. » Vous allez dire, c'est un peu bizarre. Alors vous savez, on nous dit qu'il faut mettre les tefilines. Très bien. Si moi je prends ce verre et je le mets là, vous me direz, c'est pas des tefilines. Je sais que c'est des tefilines. Non. Mais d'où je sais ce que c'est des tefilines? J'ouvre un Shulchan Aruch, j'ouvre un code de loi et je regarde la description exacte de les tefilines, comment ça se met, où ça se met, de quelle manière, qu'est-ce qu'il faut penser. Donc la mitzvah de la Torah, de faire des remontrances, je vais aller voir, c'est quoi? Et attention, je n'ai pas dit reproche, j'ai dit remontrance, remontrer. Allons voir Maïmonide, allons voir le Rambam. Qu'est-ce que le Rambam nous dit sur la mitzvah de faire des remontrances? Vous allez voir, le langage du Rambam est très intéressant. Le Rambam nous dit que chez Yacheta ish negdo, lo yistemenu belibo veishtok. Lorsque quelqu'un fait une faute vis-à-vis de nous, on ne doit pas se taire. On ne doit pas lui en vouloir dans notre cœur et se taire. Il y a deux options. Option 1, tu lui pardonnes totalement. Au plus profond de toi-même, tu dis c'est pas grave. Mais si tu n'y arrives pas, ce qui est dans l'immense majorité des cas, mitzvah leochicho, c'est une obligation de lui faire des remontrances velo marlo et de lui dire. De lui dire quoi? Alors non, on va lui dire, de lui dire pourquoi il m'a fait ça, c'est pas sympa, c'est pas gentil. Regardez le langage du Rambam. Le Rambam nous dit velo marlo et de lui dire, regardez ce qu'il faut lui dire.
Lama asitali davarze, lama khatatali midvar pluni. Traduction, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as fauté vis-à-vis de moi en faisant ça? Le langage, je vous ai d'accord, est un peu pesant. Lama asitali davarze, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as fauté vis-à-vis de moi en faisant ça? Le Rambam, Maïmonide, fait partie des Rishonim. Les Rishonim font partie de ces maîtres dont chaque mot est ciselé, chaque mot est pesé. Il n'y a pas de lourdeur grammaticale chez les Rishonim. On sait, et ceux qui ont, je pense que si vous étudiez en plus avec votre Rav, il a dû vous l'apprendre, qu'un mot de Rashi, ça change tout. Rashi, Rambam, ils choisissent leur mot avec exactitude. C'est quoi? Il faut lui dire, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as fauté vis-à-vis de moi en faisant ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Alors imaginez une situation. Quelqu'un, je vais prendre un couple. Imaginez que un jour, mon épouse dise, on est chez des gens, et puis là-bas on a besoin peut-être, voilà, on dit, il y a quelqu'un qui sait bricoler? Et mon épouse dit, demandez surtout pas à mon mari. Et après elle continue, elle dit, mais par contre si vous avez besoin que tout à l'heure il gère les enfants, vous allez voir, il le fait merveilleusement bien, les enfants ne vont pas bouger s'il commence à leur raconter des histoires. Bon. Alors je vais vous expliquer. Je ne vous raconte pas ma vie perso là, mais mon épouse, si demain je dis, se reconcentrer si ça ne vous dérange pas, le Rambam est en train de nous dire la chose suivante. Le Rambam est en train de nous dire que dans la vie, on doit partir du principe que l'autre ne sait pas quel est mon mode de fonctionnement et ne connaît pas ma sensibilité. Et que mon travail, c'est de le lui révéler. Regardez, quand quelqu'un agit mal vis-à-vis de nous, on a deux options. Option basse, option haute. Option basse, l'autre sait que ça va nous toucher. Il sait parfaitement que c'est quelque chose qu'on ne supporte pas, qui nous fait du mal, et il le fait exprès. Option basse. Mais il y a une option, peut-être que l'autre ne sait pas, ou même si l'autre ne sait, l'autre ne prend pas la mesure. C'est marrant, généralement on prend toujours les options basses. Le Rambam dit, quand à un moment l'autre te fait du mal, en te disant quelque chose, en réagissant d'une certaine manière, en fonctionnant de telle et telle manière, tu as deux possibilités. Première possibilité, l'autre sait parfaitement. L'autre, au fond, sait que ça va me faire du mal et que j'apprécie pas et tout, et il le fait exprès. Ça peut arriver. Il faut essayer de comprendre. C'est une forme de communication. C'est comme la colère, c'est un appel au secours. Nous, les hommes, on sait très bien qu'une colère féminine, généralement, c'est un appel au secours, dire « j'ai besoin de toi ». Mais comme c'est difficile de le dire, alors on se met en colère. Mais on sait traduire. C'est quoi l'idée? Le Rambam dit, quand quelqu'un te touche, te fait du mal, tu dois aller chez lui dire « pourquoi tu m'as fait ça? Tu sais, ça me fait du mal. » Sous-entendu, je suis sûr que tu ne le savais pas. Je te dis, quoi? Mais pour moi, c'est évident que si tu prenais la mesure de ce que ça me fait, c'est évident que si tu as réalisé ô combien ça me bouleverse, c'est sûr que tu ne l'aurais jamais fait. Pourquoi? Parce que, pourquoi j'ai envie de m'imaginer le contraire? À ce moment-là, l'autre, on lui a révélé un modèle de fonctionnement qui nous appartient, et donc il va pouvoir maintenant en tenir compte dans la suite de la relation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer à faire de manière régulière dans un couple, plutôt que de garder cette rancœur qui au fur et à mesure... Et le jour où ça sort, 30 ans qui remontent à la fois. Bon 30 ans. Et surtout, c'est une mitzvah particulière pour le féminin, parce que la femme provient, dit la Gemara, correspond, fonctionne comme l'endroit duquel elle est venue. La femme provient d'un os, et un os c'est quelque chose de dur. Quand vous faites dessus une marque, la marque elle reste. Alors que l'homme provient de la terre, quand vous faites une marque sur la terre, au bout d'un moment elle disparaît. Une femme va dire à son mari, ouais d'accord, mais il y a 14 ans, hein, au mariage de ta cousine. Quelle cousine, Gichlan? Une cousine qui s'est mariée à 14 ans. C'est le teva de la femme, c'est sa nature profonde, l'homme oublie. Il faut être capable, maintenant c'est vrai, que si une fois on a dit à l'autre, tu sais que quand tu dis ça, quand tu agis de cette manière, ça me touche, et que l'autre me dit, eh ben je m'en fiche, c'est ton problème. Ok, no comment. No comment, c'est vrai. Si l'autre dit, ben je m'en moque, c'est ton problème, c'est pas le mien. Dans ce cas-là, je ne vais pas vous faire maintenant
une séance, mais dans ce cas-là, il faut dire à l'autre, mais pourquoi tu t'en moques? Je vaux tellement peu pour que ma souffrance ne t'importe pas. Mais ça, là, après, on rentre dans des problématiques qui se règlent, hein, qui se règlent, parce que quelqu'un qui vous dit ça, c'est quelqu'un qui, dans son agression, cherche un contact, il ne sait pas le chercher autrement. C'est comme un enfant qui se met en colère et via la colère, il veut rentrer en contact. Je comprends toujours ce genre d'attitude comme étant une manière de créer le contact, mais on ne sait pas le faire, on ne l'a jamais vu. Peut-être parce que chez nos parents, on ne l'a jamais vu. Donc nous, on ne sait pas comment on fait pour créer une conversation, un échange. On n'a jamais su. Il faut faire preuve d'intelligence, prendre de la distance et voir les choses dans un contexte plus global. Ça va être donc un autre élément. Prendre le temps de révéler à l'autre son mode de fonctionnement, lui donner des clés par rapport à nous pour qu'il puisse en tenir compte. Maintenant, j'ai dit que je voulais quand même à un moment me recentrer beaucoup plus sur l'enfant. Là, on a créé quelques ouvertures sur la réflexion du couple. Alors, juste, je le redirai tout à l'heure, mais je le dis tout de suite, à ce moment-là de la conférence, d'un côté comme de l'autre, souvent quelqu'un dit il a bien fait de venir mon mari, il a bien fait de venir ma femme. D'accord? Il y a la sortie, on va dire dans le meilleur des cas, t'as vu, hein? Alors si ça ne vous dérange pas, je vous demande un truc. Vous allez faire le pari de l'intelligence de l'autre. C'est-à-dire que celui qui se sent concerné, il n'a pas besoin de vous pour réaliser qu'il est concerné. Et si vous ne voulez pas faire le pari de l'intelligence de l'autre dans un couple, il n'y a pas de problème. Mais je vous rappelle un principe. Si je ne fais pas le pari de l'intelligence de l'autre, je dois me rappeler d'un autre principe. C'est lequel? Qui se ressemble, s'assemble. D'accord. Donc au moins, c'est clair. Et c'est pas simple, n'oubliez pas que ce n'est pas simple. Un enfant qui a vécu dans un univers dans lequel il n'a jamais vu le père dire à la mère je t'aime, un enfant qui a vécu dans un univers dans lequel il n'a pas vu qu'on savait communiquer autrement qu'à travers des silences ou des tensions, lorsqu'il est adulte, il reproduit. Dans un autre univers, on appelle ça ce qu'on appelle la nécessité d'être fidèle. On ne peut pas trahir. Ce qu'on appelle les loyautés. Je vais être loyal par rapport au schéma parental. Si demain je fonctionne autrement vis-à-vis de mon épouse que ce que j'ai vu mon père fonctionner, ça revient à dire que mon père s'est trompé. Or, j'ai pas envie de dire qu'il s'est trompé. Il s'est trompé. Et alors? Il s'est trompé. Oui, en effet, c'était pas comme ça. Et alors? Il savait pas, il s'est pas rendu compte, je connais pas son histoire, sa vie, ses problèmes. On n'est pas obligé d'être loyal. On est obligé de trahir à un moment pour grandir. Je suis pas obligé sans arrêt de reproduire des schémas. Donc il faut dire que peut-être le modèle de l'autre, c'est que l'autre ne se sent pas capable. Parce que si maintenant, demain, je change dans la relation à l'autre, alors que j'ai vu un modèle radicalement différent chez mes parents, ça voudrait dire que mes parents se sont trompés. C'est la même chose dans l'éducation. Chez nous, à la maison, les enfants, on a toujours... Et alors? Et alors? D'abord, c'était peut-être très bien, mais c'est plus valable pour aujourd'hui. Et peut-être, c'était pas bon. Chez nous, les enfants, on ne peut pas leur donner trop d'affection, sinon on croit que tout est permis. C'est vrai. Seulement, entre enfermer un enfant... Vous connaissez l'histoire de cet enfant qui rentre du GAN et sa mère l'accueille en disant « Mon chéri, mon bébé, mon trésor, mon pain de sucre, qu'est-ce que tu as appris au GAN aujourd'hui ?»« Aujourd'hui, j'ai appris au GAN que je m'appelais Abraham. Je ne suis pas juste ton. » Mais parfois, c'est mon, c'est terriblement enfermant. C'est pas de l'amour. C'est l'amour de soi, on veut garder. Si on a vécu des choses comme ça nous-mêmes, c'est pas simple. Il ne faut pas être dans des accusations. On ne connaît pas l'histoire de l'autre. Il faut dire à quelqu'un, je sais que pour toi c'est peut-être difficile, mais néanmoins il serait peut-être intéressant de... C'est comme ça qu'on devient adulte. C'est comme ça qu'on devient adulte. Maintenant, je vais quand même arrêter sur un point fondamental au niveau du chinour de l'éducation. Et on va essayer de réfléchir à une notion dont on sait qu'elle est importante, mais qu'on a terriblement difficile à mettre en place. C'est ce que j'appellerais le rapport à la limite. Alors pour ça, je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que demain, j'ai envie de m'installer en Bretagne, dans une petite maisonnette pas loin de la mer. C'est pas loin de la mer, la Bretagne, c'est vous? Donc je vais là-bas, on me montre une petite maisonnette fort sympathique et tout, et c'est bien exposé, on dit, elle est solide, très sympa et tout, on vient de la construire, mais vous serez bien. Moi je sais que là-bas il y a des tempêtes, j'adore les tempêtes, mais j'ai quand même envie de me sentir un peu en sécurité. Donc je dis, mais elle est vraiment solide, vous êtes sûr? On me dit, oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous sentir en sécurité. Je dis, je peux tester. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc je viens, je prends un grand truc et je donne un coup dans le mur, ou alors je mets un grand coup d'épaule dans le mur. Et je sens que ça vibre. Je donne un deuxième coup et je sens que ça bouge un peu.
Je dis excusez-moi, mais je reste pas là. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas en sécurité. C'est exactement le même problème qu'ont nos enfants avec le rapport à la limite. Je veux la Game Boy, je veux le machin, je veux la machin, je veux la machin. Il veut voir qui il a en face de lui. Et quand on dit oui, il se dit qu'est-ce que j'ai en face de moi? L'enfant se roule par terre en crise de colère devant les caisses. J'ai connu ça personnellement. Il est là, rouge, je veux le chat. Et la mère elle dit non mon chéri. Ah, ça hurle. Non. Bon. Non, on arrive. C'est tout juste si on ne fait pas le 119, SOS enfant machin chouette. Et puis, on dit à la mère, bon écoutez, 2 €, allez-y, payez-lui. La mère elle dit non, pas du tout, j'ai le moyen d'acheter le magasin si vous voulez. Et je lui donne pas, pourquoi? Regardez ce qu'il y a sur la composition. Il y a marqué, peut contenir de l'arachide. Or cet enfant est suspecté de faire des allergies à l'arachide. Je ne prends pas le risque de le voir faire un œdème de coin ici, parce que monsieur râle. La conscience que j'ai de la dimension impliquante des choses me donne la force de résister. C'est tout. Si je sais que Internet dans la chambre d'un enfant, c'est la catastrophe, il peut monter, descendre, chanter, danser, me menacer, il n'y a pas. C'est comme ça. Point. Parce que je connais la dimension impliquante. Notre problème à nous, c'est que c'est seulement aujourd'hui qu'on est en train de découvrir. Vous savez, il y a une dizaine d'années, qu'on avait démarré l'école des parents, on faisait des conférences sur cinéma, jeux vidéo, impact et incidence. Les personnes disaient arrêtez, bande de barbus extrémistes orthodoxes qui voyaient dans la nouveauté quelque chose qui sans arrêt est dangereuse. Je leur ai dit comme l'autre, rendez-vous dans 10 ans. Et le rendez-vous, nous l'avons. Aujourd'hui, nous l'avons. Et ce sont des phénomènes de société. Il y a déjà 2 ans, on a commencé à parler du problème du lien qui se construit entre l'enfant et le parent, qui ne l'empêche de devenir adulte, c'est le fait que sans arrêt, le parent, on peut le contacter à travers le portable. Ça ne fait pas un adulte. Yeled s'appelle après Tinoch. Tinoch, c'est l'enfant qui tète. Il est toujours lié à la mère. On l'appelle Yeled quand à un moment, il ne tète plus sa mère. On grandit et on devient adulte. On est le jour où on est dans la distance. Ce lien potentiellement permanent n'est pas bon pour lui. Il n'en a pas besoin. Ce n'est pas structurant. Aujourd'hui, on parle d'images sidérantes. 80% des ados ont vu des images pornographiques aujourd'hui. Ce sont les chiffres. Je travaille dans un univers dans lequel on est et on ne travaille qu'avec des spécialistes. En psychiatrie, ça s'appelle des images sidérantes. Ça veut dire qu'un enfant qui a vu ça à 8 ans, 9 ans, 10 ans, qu'on le veuille ou pas, ça reste dans la tête. Et ça va laisser des traces. Et on sait très bien, regardez, j'ai mon machin, à 11 h du soir, l'autre jour je voulais regarder un truc. Je voulais voir prendre un billet, voir si j'avais. Donc je vais sur le navigateur, en dehors de téléphoner, d'envoyer des mails, je sais pas, mais j'étais, et je vois des images, pas cachères du tout. Enfin, aujourd'hui ça s'appelle pas cachère, hein, mais bon. Et madame, elles avaient oublié de s'habiller à moitié. C'est fou là-dessus. Et je dis à quelqu'un, dis-moi c'est quoi ça? Il me dit non mais attends, c'est à partir de 23 h, c'est automatique. À partir de 23 h, les pubs, c'est hop. Pourquoi? Ben à 23 h. 23 h. À 15 ans, je ne sais pas comment j'aurais géré. Ben, à 15 ans, on voulait voir des bêtises. C'est quasiment impossible. Vous imaginez, il fallait se planquer, truc, machin, aller. On va pas se la raconter. Un ado de 14-15 ans, si vous voulez aller faire des bêtises, fallait qu'il s'organise. Aujourd'hui, il a le machin et c'est nous qui payons l'abonnement. Et on paye l'abonnement et on est là. Et attention! Alors, à la limite, il en a besoin. Pourquoi? Parce que la mère dit, vous imaginez le pauvre, s'il se fait agresser. Tout le monde sait que quand un enfant se fait agresser, que ça n'arrive jamais, il dit à la personne, bouge pas 2 secondes, j'appelle ma mère. Elle dit, ben zide maintenant le portable si ça te dérange pas. Pourquoi? Pour dire, non, non, maman, je suis chez Alfred, je fais des maths. Tu parles. Il n'est rien du tout en train de faire des maths. Au contraire, c'est la meilleure manière de rassurer pendant qu'on est en train de faire autre chose. Alors très bien, il l'a, c'est Eder. On n'a pas résisté. On n'a pas résisté, on peut résister. Et je vous assure que oui, chez nous, les enfants n'ont pas de portable, point. Très bien. Ah d'accord, on a résisté. On n'a pas résisté. Le soir, alors imaginez, je vous parle,
Et je suis en train de vous parler, et je suis en train de dire comment ça va, ça me fait plaisir. Ah, au fait, comment allez-vous? Il me regarde, il me dit, c'est qui cet impoli? Je suis en train de lui parler, je me tourne vers quelqu'un d'autre. Mais avec ça, brusquement, tout le monde a le droit de s'ingérer dans notre vie. À table, imaginez, j'arrive comme Marie Copine. Au milieu du repas, je commence à parler à un de vos enfants. Vous dites, il est fou celui-là. Mais avec ça, c'est moutard, c'est permis. Non, il y a des règles. Le soir, tu vas dormir. Comme ton portable est extrêmement précieux, on préfère, au cas où il y aurait une agression nocturne, d'être à dos pour le défendre. Il est dans notre chambre à nous les parents. Ah mais non, je suis pas d'accord. Pourquoi tu dois téléphoner à minuit? Ouais, non, vous allez regarder ce qu'il y a dedans. Ah, il y aurait peut-être des choses que j'ai pas le droit de voir. C'est intéressant, ça. On a peur de le dire. Pourquoi on a peur? Tu en as besoin? Eh ben non. Il y a des choses que tu as peur que je vois. D'abord, je ne rentre pas dans ta vie privée. Mais si tu as peur que je rentre dans ta vie privée, ben, il faudrait peut-être qu'on en discute de ta vie privée. On est des parents, ils sont des enfants. La relation, elle est verticale. Il faut à un moment se positionner. Et nos enfants en ont besoin. Parce qu'ils ont besoin d'avoir face à eux des parents adultes. Non pas qui s'imposent pour dire « je suis le parent, tu es l'enfant », mais des parents qui ont conscience que les règles sont fondamentales et les structures. Et pour ça, il faut se battre ensemble. Et si à un moment, je n'ai pas la force, eh bien, courage Fillon, je laisse à l'autre le soin de gérer. Je rentre à la maison le soir, je sens que je ne vais pas résister. Ils vont me faire craquer. Je dis à ma femme, chérie, je vais faire une bêtise. Soit je vais m'énerver, soit je vais leur dire, faites ce que vous voulez, c'est pas bon. Courage Fillon, je n'ai aucun problème. Je suis un être faillible. Je vais dans ma chambre et je la laisse gérer. Ou le contraire. Les enfants, bien sûr, ils cognent. C'est solide. C'est solide. Ouais, c'est solide. Ouf. Mais si quand ils cognent, ça s'ouvre, mais ils vont plus loin. On lui a permis le scooter, maintenant il descend, et maintenant il va ceci, et maintenant c'est minuit, maintenant c'est 2 heures. À quel moment ils vont me dire stop? À quel moment je vais compter suffisamment pour eux qui me posent des cadres? Vous savez le nombre d'ados qui me disent mais pourquoi mes parents m'ont pas interdit? Pourquoi mes parents m'ont pas interdit? On fait une soirée, non maman je dors chez ma copine après, niette. T'es pas cool? Oui c'est pas grave. Je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi minuit ou à 1h je suis en bas et je t'attends et je te ramène. Les soirées de pyjama, on connaît. Et moi je connais la suite. Et elle n'est pas toujours très sympathique. Ah, mais non, faut pas exagérer. Alors vous angoissez pas. C'est pas du systématique. Mais quand on a conscience de l'importance des choses, à un moment, il faut poser des cadres. Les enfants sont... Si par ailleurs, les enfants voient qu'on prend le temps avec eux et qu'on prend le temps de jouer, d'être avec eux, ils l'acceptent. Au début, il y a de la résistance. Je vais vous donner un exemple tout bête. Les jeunes filles. Aujourd'hui, la mode leur demande de s'habiller comme des petites lolitas. En anglais, on dit « it's very exciting ». C'est très agréable. À 16 ans, de pouvoir s'habiller plus ou moins comme on veut, et de voir, soyons honnêtes, que suivant la manière dont on va se mettre, on va pouvoir affoler un petit peu la jante masculine qui passe à proximité à l'école. Mais qu'est-ce que c'est angoissant? C'est ça un homme. Comment vous voulez qu'une jeune fille qui a fait l'apprentissage de la séduction bas de gamme à 16-18 ans, elle ait envie par la suite de faire confiance à quelqu'un dont elle s'est rendue compte qu'elle pouvait tourner la tête comme elle le voulait, il suffisait juste qu'elle sache comment un peu bouger. C'est même pas un problème de règle de tsniout, c'est un problème de construction intérieure. Je fais même pas, j'enlève ma kippa, mais c'est même pas de la religion. C'est même pas la halakha. Il faut se poser la question. Se dire, mais au fond, leur poser des limites, c'est les structurer. Et les enfants nous remercieront. À partir du moment où nous posons les limites, non pas pour nous imposer en tant que parent, je suis le parent, tu dois m'écouter, parce qu'on n'a pas besoin de ça parce qu'on est le parent, mais tout simplement parce que c'est nécessaire. Et pour cela, il y a un élément très simple, et je vais le partager avec vous. Pour pouvoir, dans un couple, poser des limites, il faut que celui qui va poser les limites se sente exister à travers le regard de l'autre. Plus vous faites exister votre conjoint, plus il aura de poids par rapport aux enfants. Moins vous le faites exister, plus lorsqu'il demandera des choses aux enfants, ça sera pour se faire exister lui-même et les enfants le percevront. L'enfant va dire, dis-moi, c'est parce que tu n'arrives pas à devenir l'homme de la maison par rapport à maman que tu es obligé de m'interdire à moi? C'est pas parce que tu es obligé de t'écraser devant papa que tu m'obliges moi maintenant? L'enfant il n'est pas fou, hein. L'enfant il se rend très bien compte qu'on veut s'imposer parce qu'on n'a pas de place. Alors on ment vis-à-vis d'eux.
Vous voulez que l'autre ait du poids, donnez-lui du poids. C'est pas compliqué. Vous voulez que l'autre, sa parole ait du poids, donnez-lui du poids. Faites-lui des compliments et je conclue là-dessus, sur un dernier élément avant de passer aux questions si vous le voulez. Quelque chose qui va être fondamental. Il y a une question récurrente qu'on se demande dans tous les couples. Et les enfants se la posent de la même manière. Et tout le monde se la pose la première année, la deuxième, la troisième, la cinquième, la 15e, la 20e, la 30e, la 40e année de mariage. Voire plus. Et cette question, on a besoin régulièrement d'une réponse. Qu'est-ce que je représente pour l'autre? Quel est mon poids? Qu'est-ce que je vaux? Et je sais ce que je représente pour l'autre à travers une chose. Les efforts qu'il fait pour tenir compte de ma réalité. L'autre sait très bien que quand... Alors je vais prendre des exemples gros sabots. Hein, d'accord? Je prends exprès des exemples gros sabots, des peu pesants. À l'extérieur, on est toujours un peu présentable. J'entre à la maison, j'ai envie d'être un peu plus détente. On peut comprendre. Mais il y a une différence entre être détente et se laisser aller complètement. D'accord? Il y a un minimum. Il y a un minimum. Je révèle à l'autre son importance en ayant une exigence de comportement en sa présence. C'est la meilleure manière de lui prouver qu'il a de la place. Un enfant qui voit qu'on ne fait pas attention à soi, en sa présence, c'est insupportable. Allez, on est entre nous. Non. Je suis désolé de vous donner un exemple. Je me promènerai en caleçon devant tout le monde? Non. Alors pourquoi devant mes enfants je le ferai? En dehors du fait que la halakha dit qu'au niveau de la tzniut, c'est peut-être pas top. En dehors de la halakha, non. Ah, devant tout le monde, je me baladerai peut-être plus en petit pull détente et là. D'accord, mais il y a une différence entre être plus cool et être dans un modèle qui est au fond, ne tient pas compte de l'autre. Ça va être un élément fondamental. Révéler à l'autre son importance en faisant attention à ce qui est important pour lui ou pour elle et montrer à nos enfants leur importance en ayant des exigences de comportement parce qu'ils sont là et ils le valent bien. Ça, c'est de manière régulière qu'on a besoin. Et on se laisse aller et c'est normal, c'est notre nature. On est à la maison, on lâche prise, c'est normal. Dehors, on est en représentation, c'est normal. Ce sont des efforts. Et quand une femme réalise que... Et que je rentre à la maison et que j'ai tout ramené, c'est rare, j'ai rien oublié. Et que je dis à ma femme, tu sais, hein, j'ai rien oublié. Et qu'elle me dit, j'espère bien. Je lui en fais de la course. Attendez, mais je comprends pas, c'est normal. Elle m'a donné une liste, c'est normal que j'oublie rien. Non mais pour moi, un homme, c'est très compliqué. Elle doit être capable de me montrer ô combien elle apprécie quelque chose qui pour elle est évident. Elle va me dire, bravo, je t'adore. C'est super. J'ai besoin de les entendre ces mots. Parce que pour moi, c'est un effort. Pour moi, c'est un effort. Elle a fait quelque chose qui pour elle est très difficile et pour moi, c'est très simple. Je dois lui dire, mais je suis super content, c'est super gentil. Vous avez des gens qui ont difficile à verbaliser, à dire, à fonctionner. Ils arrivent à faire les efforts. Pourquoi ils font les efforts? Pour nous révéler notre importance? On doit leur dire, on doit le dire. Sinon, comment est-ce qu'on peut avancer? Un enfant, il a fait enfin. Il a pris son linge et il a amené là-bas. Il n'a pas trié, mais il a déjà amené. Si on ne lui dit pas, non mais dis-moi, tu as pu le trier, il va dire, attends, ça va. Bravo mon chéri, je suis très contente de toi, bravo. La prochaine fois, je suis sûr qu'en plus tu arriveras même à le trier, ça va être génial. Il est content, j'ai donné du poids à son effort. Pour moi, c'est simple, mais pour lui, c'est compliqué. Ah, mais je comprends pas, c'est ridicule, je te demande pas de comprendre, je te demande de savoir. Regardez, il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas chez l'autre. Quand une femme, elle rentre à la maison, et qu'elle dit à son mari, chéri, tu sais, on a livré aujourd'hui le tableau qu'on avait commandé, d'après toi, il faut le mettre où? Et que moi, pendant un quart d'heure, je regarde. Comme je dis, il serait pas mal là. Et elle me dit, non, tu penses pas qu'il serait mieux là? Je me dis, tu sais pourquoi tu me demandes? Moi, je me rappelle qu'on a fait la liste de mariage. Je sais tout ce que j'ai voulu. C'est parce qu'il y a à la maison. Elle savait parfaitement. Mais c'est pas grave, elle avait besoin de savoir ce que je pensais. Un mari rentre à la maison. Il a changé l'ampoule. De lui-même. Et c'est normal, on habite sous le même toit. Non. Parce que c'est qu'elle a changé les poules chez sa mère. Idem. Il y a des... Nous les hommes, est-ce que vous comprenez pourquoi quand une femme a changé de tenue, il faut lui dire qu'on l'a remarqué? Moi, quand j'ai changé de chemise, si ma femme me dit rien, ça ne me dérange pas. Si hier elle avait mis un truc bleu et aujourd'hui un truc rose,
Ça lui fait plaisir, je dis, ah tiens, c'est sympa ce que tu as... Je suis pas obligé, c'est pas nouveau, hein, ce qu'elle a mis. Ah tiens, c'est sympa ce que tu as mis. Ah tiens, tu as changé. Ah. Pourquoi? Je sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi elle a mis. J'ai toujours pas... Je cherche même pas à comprendre. Je ne cherche pas à comprendre. Je prends des exemples exprès comme ça. Mais ça, c'est ce que j'ai appris de mes maîtres. Mes maîtres m'ont dit, si tu cherches à comprendre un monde, tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas l'autre. Il y a une réalité structurelle différente. Un homme, il a besoin des mots. Une femme, elle a besoin d'entendre la musique des mots. C'est comme ça. Elle me dit, pourquoi tu ne me dis pas je t'aime? Mais attends, si je t'aimais pas, je serais pas là. Donc si je suis là, c'est que je t'aime. C'est imparable. La musique des mots. Pourquoi? J'en sais rien. C'est la même chose dans l'autre sens. Un homme a besoin qu'on lui fasse des compliments sur des choses qui pour lui sont inhabituelles. Pourtant, attends, on est sur le même toit, on est truc, c'est normal. C'est comme ça, on a besoin de se sentir valorisé si on a fait quelque chose qui ne rentre pas dans notre cadre normal, même si on l'a fait. On le connaît, on est perdu. Qu'est-ce que nous les hommes on fait? On avance. Une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête, elle ouvre le plan. Et nous on avance. Bon, aujourd'hui il y a le GPS, vous me direz. Tant qu'il n'est pas marocain, ça va le GPS, on peut avancer. Mais comment ça fonctionne? Je prends exprès ces exemples pour montrer qu'il y a des réalités structurelles qui sont différentes. Ce qu'il faut, c'est donner du poids. Ce qu'il faut, c'est reconnaître. Ce qu'il faut, c'est exprimer, verbaliser. Voilà quelques pistes. Alors, je suis bien conscient qu'on a ouvert des choses. Le thème de l'éducation est un thème extrêmement vaste, qu'on a fait à l'école des parents il y a plusieurs années. Il y a près d'une cinquantaine de cours, de conférences sur de multiples sujets, d'ailleurs qui au passage sont sortis en CD, on est en train aujourd'hui de les mettre sur un site, et sur le couple aussi. Donc ce que j'ai voulu faire avec vous ce soir, c'est ouvrir. Ouvrir des perspectives, ouvrir des réflexions. Surtout pas pour pointer un doigt accusateur sur l'autre et dire « Ah, si l'autre fonctionnait comme il a dit, ah, si l'autre fonctionnait comme il a dit ». Acceptons l'autre comme ce qu'il est, avec son histoire, ses qualités et ses défauts, ses points positifs et ses points qui le sont moins. Voyons en lui un monde des possibles, voyons en lui quelqu'un qui a peut-être envie de changer, mais pour qui c'est difficile. Donnons-lui les énergies et réfléchissons juste à une chose, et c'est là-dessus peut-être sur lequel je voudrais conclure. Tous les jours dans notre famille, ne réfléchissons pas à ce que l'on a reçu, mais réfléchissons à ce que l'on a donné à l'autre. Chacun de notre côté, qu'est-ce que j'ai donné à l'autre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai donné à mes enfants? Qu'est-ce que je n'ai donné à mon mari? Qu'est-ce que j'ai donné à mon épouse? Et à partir de là, même si on voit que chez l'autre ce travail ne se fait pas, c'est son problème. Si chez l'autre le travail ne se fait pas, c'est son problème. Chacun d'entre nous doit se dire, moi j'essaye de faire mes efforts au quotidien, et à partir de cela, on avance. Voilà un petit peu quelques points que je vais partager avec vous. Si vous le voulez, on va se prendre une dizaine de minutes pour des questions. Alors, pour les questions personnelles, la règle est comme ça. On dit, j'ai quelqu'un qui n'ose pas poser sa question, qui m'a demandé de la poser à sa place. D'accord? Très bien. Allez-y. On y va. Allez-y, à vous la question. Est-ce qu'on peut encore? Alors, rectifier le tir, vous avez utilisé un terme qui n'est pas simple parce que vous savez qu'il y a marqué dans le passage Kiné, Karhitzim Beyad Gibor, Ken Benehan Orim. Je crois que c'est Rav Ovadia Yosef qui, dans un pirouche, explique ça. J'ai trouvé l'explication très intéressante. Comme les flèches dans la main du Gibor, de l'homme fort, ainsi sont les enfants lorsqu'ils sont jeunes. Une flèche, une fois que vous l'avez décochée, elle prend sa direction, c'est difficile de réintervenir. C'est tout le problème de l'éducation. Les enfants sont petits, mais vous savez, une fusée, quand elle part sur un long parcours, si elle dévie au tout début d'un petit peu, on ne voit pas la différence. Mais sur 10 000 km, ce qui était un petit mouvement sur la droite imperceptible, au bout d'un moment, arrive dans une autre direction. On peut, c'est pas simple, au passage, si on a construit la structure de la maison de la famille avec des consultations, avec des thérapeutes, c'est aussi pour aider. Elle mit pas le lit mal chez Avar. On ne peut pas prier sur le passé, ça ne sert à rien de sans arrêt s'autoflageller en disant on a fait des erreurs. L'idée c'est de se dire maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour cela, on a généralement besoin de l'accompagnement et j'insiste beaucoup de spécialistes, c'est-à-dire de gens dont c'est le métier et non pas de gens qui s'arrogent la liberté de vous donner des conseils qui souvent sont basés sur une expérience qu'ils n'ont pas et qui nous amènent souvent à des catastrophes. Quelqu'un peut être rave, ce que vous voulez, adorable, tzaddik, ce que vous voulez, mais ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas et qui ne sait pas de quoi il s'agit. L'idée, c'est de se tourner vers des gens dont c'est le métier, qui prennent le temps. Vous savez que
dans une structure dans laquelle on travaille avec des thérapeutes, un thérapeute a une supervision, c'est-à-dire lui-même est contrôlé de manière régulière par d'autres personnes qui reprennent les cas sur lesquels il travaille, avec lesquels il discute, parce qu'il y a une subjectivité, j'analyse le cas à travers le prisme de ma propre histoire, c'est pas simple. Donc on a besoin généralement de se faire accompagner, être capable de dire, on s'est peut-être trompé, et dire, on a envie d'essayer de changer et de faire avancer les choses, ça peut quand même réaxer des choses, c'est évident. C'est évident. Il y a parfois des traumas qui sont extrêmement lourds. Je pense qu'on ne doit jamais, il faut cesser d'être sans arrêt les enfants de notre passé et décider qu'à un moment on est les parents de notre futur. C'est-à-dire que si on est sans arrêt les enfants de notre passé, alors on est là et on essaie de faire que de la récupération. Décider d'être le parent de notre futur, c'est se dire, mais maintenant, à partir de l'instant T, il y a quand même quelque chose de possible. Ah, la réalité ne sera jamais celle qu'elle aurait pu être autrement si on avait fonctionné, c'est vrai, c'est pas grave. C'est pas grave. Et après, je crois que généralement, il faut se faire accompagner. Ça dépend bien sûr du type de difficulté que l'on a, mais c'est ça la vie. La vie, c'est de ne pas se laisser abattre par un échec, mais de voir dans l'échec quelque chose, de dire ok, très bien, next, et maintenant qu'est-ce que je fais? C'est ça qui est passionnant. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus complexe à faire, mais quand on voit qu'on rentre dans ce processus, je vous assure que ça peut être véritablement des moments de bonheur, réellement. Autre question? Allez-y. Moi, je voulais vous dire, quand vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des limites à poser, donc il faut poser des limites. Mais lorsque l'enfant est arrivé à l'âge ado et qu'il ne veut plus accepter ses limites et que ça finit par de la violence. Alors, l'adolescence, c'est... De la violence, carrément. C'est plusieurs conférences, l'adolescence. L'adolescent, la violence de l'adolescent, elle est parfois une manière de nous renvoyer à nos propres violences, à nous. Parce que la violence, c'est quoi? C'est le rapport de force. Le rapport de force, c'est pas toujours dans les... là-dedans. Le rapport de force, c'est quand il a vu que maman disait à papa, c'est pas grave. Et qu'il s'est rendu compte que le c'est pas grave, c'est utiliser un rapport de force qui va faire, et bien maintenant, n'attend plus de tendresse. D'accord? C'est une violence incroyable de refuser de donner de la tendresse ou parler à quelqu'un d'autre. Donc il y a des familles dans lesquelles il y a des rapports de force extrêmement forts qui existent, mais tout est feutré. On est dans des violences non visibles, l'absence de parole, ou d'une parole qui est juste qu'une parole de communication technique de nécessité. Mais quand on a fini de se parler pour la nécessité, on ne se parle pas. C'est une violence incroyable, surtout si on sait que l'autre en a besoin. On utilise la connaissance que l'on a de la faiblesse de l'autre pour jouer avec. Donc déjà, un ado qui fonctionne comme ça, il faut qu'on se pose la question si au fond, dans notre histoire familiale, on ne fonctionne pas comme ça. Je n'ai pas dit que c'est obligatoire, mais il faut se poser la question, c'est une des pistes. Après, l'idée, c'est, à un moment, l'adolescent, au fond, comme Dolto le disait, c'est le homard. C'est celui qui n'est plus protégé par la carapace de l'enfance et ni par la carapace de l'adulte. Le homard, dans sa vie, à un moment, il vit un traumatisme terrible. C'est quand il n'a plus de carapace. Il est sujet à toutes les agressions possibles. Un enfant, quand il est petit, c'est quoi sa carapace? Il est tout petit, tout gentil. Quand on est adulte, officiellement, notre carapace, c'est quoi? C'est notre dimension structurée, équilibrée, adulte, mature. L'ado, c'est un corps d'adulte, mais non structuré. Donc il ne peut plus se cacher derrière le petit garçon, la petite fille toute gentille, il ne l'est plus. Et en même temps, il a un corps d'adulte, mais il n'est pas. Donc il est là, dans un moment d'insécurité. Donc lui, il se débat dans tous les sens. L'idée, c'est, il doit sentir que, comme il y a marqué Smol de Chavimin le Karevet, la gauche repousse, la droite ramène. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on ne bouge pas. Ça ne veut pas dire que pour autant, par ailleurs, on n'est pas totalement ouvert. Un ado avec qui, à un moment, ça cognait, une fois que ça a terminé, la relation, elle ne change pas. C'est sûr que si on dit ben, « je ne te parle plus », ben, bienvenue en cours de récréation, quoi. On retourne dans le bac à sable. C'est sûr qu'un ado qui voit qu'on fonctionne dans le bac à sable, tu fais pas, ben moi je fais pas, prums does, ben, bac à sable, bac à sable. Donc là, c'est très intéressant de réfléchir sur notre posture adulte. Si je suis adulte et conscient de la nécessité des choses, à un moment, il y a des moments où je ne pourrais plus. Je dis, écoute, c'est ton problème, mais c'est sûr que moi, je ne te donnerai pas les moyens de te faire du mal. C'est tout. Donc maintenant, je ne vais pas te fliquer, parce que de toute façon, tu feras ce que tu veux, mais à un moment, il faut poser les limites. Pas oublier que l'ado est soumis aussi à la pression du groupe, qu'il a besoin de plaire au groupe. L'ado, son regard narcissique, la relation qu'il a aux vêtements, c'est plein de choses. Donc je ne peux pas vous répondre maintenant. Ce qui est sûr,
c'est qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail de piste, c'est réfléchir si dans notre structure familiale, on ne fonctionne pas sur ces principes de violence. Déjà, au moins se poser la question. S'il n'y a pas ces problèmes de rapport de force qui existent et que l'enfant, dont l'enfant est le révélateur. Voilà, ça serait ça un peu la question. L'effet miroir, l'effet miroir. Ça pourrait être ça. Ça peut, attention. Il ne faut pas oublier que quand on gère quelque chose, on a plusieurs hypothèses. C'est une des hypothèses qu'on va émettre. Ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a mise, nécessairement elle est vraie. C'est une des hypothèses possibles. Oui, votre question? Oui. Pourquoi certains parents passent beaucoup de temps à philosopher, par exemple, pour qu'un enfant travaille, ça philosophe, ça justifie, ça discute, au lieu d'exercer, enfin je pense à l'autorité, au lieu qu'elle s'exerce, elle ne se discute pas. Est-ce que pour l'enfant, ce n'est pas une façon de laisser un petit peu le... Voilà. Manipuler? De pousser les limites, alors qu'on peut dire tu dois travailler. Alors, je ne dirai jamais à un enfant tu. Voilà. Je lui dis il. Il faut travailler. Je ne lui dis pas il doit. Hein. C'est pas Jules César, d'accord? Il doit travailler. Non. Un enfant, on est le minimum du rapport du jeu au tu. On lui rappelle des règles. Un enfant qui fait des bêtises, on dit pas je ne veux pas que tu te comportes comme ça. On ne se comporte comme ça. On ne se comporte pas. On lui rappelle il y a des règles. C'est pas passe-moi ça. Moi personnellement, c'est que tu me passes. L'enfant dit je t'aime pas. Sans problème. Mais la Torah t'interdit de parler d'une certaine manière. Donc déjà, dès le moment où vous êtes dans le tu dois, ou je veux que tu, immédiatement il y a donc c'est en relation entre toi et moi. Génial, on va jouer. Si je lui rappelle un règle, moi je fais des rappels au règlement. Et c'est là partout, même dans l'univers scolaire. Je me rappelle, je suis un jour entré dans une classe, on m'a demandé d'intervenir et puis il bougeait un peu. Je les ai regardés, à un moment j'ai dit messieurs, mesdemoiselles, je suis là. Ça suffit. En deux mots, quand je suis là, c'est pas je, moi, le mail, hein, c'est le prof, c'est-à-dire l'autorité, est là. Donc, de facto, c'est pas possible que vous continuiez. C'est tellement évident pour moi que pour eux, ça l'est devenu aussi. Donc, il faut avoir bien conscience qu'on n'est pas dans une relation de pouvoir. Je suis le parent, il est l'enfant, il y a des règles et je lui rappelle des règles. Après, le problème du travail, c'est sûr que sinon, dès le moment où il commence à travailler dans l'angoisse qu'il ne réussisse pas, il va parfaitement l'apercevoir. Ça va pour lui être une forme d'angoisse parce qu'il perçoit déjà chez nous notre propre souffrance. Donc nous, on doit travailler, pas être dans l'angoisse qu'il ait une mauvaise note. Et alors, c'est des choses qui peuvent arriver. À partir de là, il se sentira beaucoup plus libre de pouvoir travailler. Donc c'est énormément dans le rapport que l'on a à nous-mêmes que ça va se jouer. Et à partir de là, bon, ben après, bien sûr, un enfant qui est abreuvé d'Internet, qui est abreuvé de Facebook, c'est compliqué de travailler. Aujourd'hui, les enfants ont en moyenne autant de concentration qu'un poisson rouge, c'est-à-dire à peu près 3-4 secondes, quoi. Sans arrêt switch. Donc il faut leur permettre d'être dans des cadres. À un moment, on ne peut pas. Et sinon, ils n'y arriveront pas. C'est difficile pour eux. Bon, mais c'est encore une autre conférence. L'enfant et le travail, l'enfant et les devoirs. Mais voilà un petit peu ce que... Mais ce principe-là, on rappelle des règles. On ne fait pas, on fait ceci. La Torah dit. Il y a des règles, il y a des modèles de fonctionnement. Un enfant ne parle pas comme ça à sa mère. Un enfant ne parle pas comme ça à son père. C'est comme ça. Oui. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, vous parlez de limites, vous parlez de structure. C'est très bien. On a fait un petit peu l'apologie de l'enfant roi. Et aujourd'hui, on se retrouve, donc vous parliez de Goethe tout à l'heure, mais l'apologie de l'enfant roi, on se retrouve avec une disparition complète des limites. Et on arrive un petit peu à la situation dont vous parlez. Et il est intéressant de parler de la culpabilité des parents qui ont à mettre ces limites et à essayer de leur, dès la naissance des enfants, d'oublier cette culpabilité pour que justement la structure des enfants puisse... Vous me proposez de donner une autre conférence, je vous remercie, sur la culpabilité. Vous avez parfaitement posé le problème. Vous savez, c'est comme les enfants quand ils sont petits. À quoi s'habitue un enfant quand il est bébé? Il crie, on vient. Et il crie. Et nous, on fait qu'un truc, c'est qu'on essaye de découvrir ce qu'il veut. Il a comme ça deux grands adultes qui essayent de voir est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a soif, est-ce qu'il a sale, est-ce qu'il a besoin d'avoir... Bon, c'est génial. Il commence à grandir, quelques mois, et il arrive autour d'un an, et puis il crie, et puis nous on décide, stop. Qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la sono. Et à ce moment-là, il commence à jouer sur notre culpabilité, nos angoisses. Mais non, il fait son job! C'est normal, moi j'ai toujours été habité des dits. Monter, ça vient, et un jour ça marche plus. Attendez, ça va pas.
Donc je commence à mettre en place un autre système. Si en tant que parent, on est parfaitement conscient que voilà, c'est une période dans laquelle il va devoir apprendre que c'est pas parce que je veux que je dois avoir, en deux mots, gérer les frustrations, ben on ne va pas se sentir coupable. Aujourd'hui, on ne sait plus gérer les frustrations. Regardez, j'étais à la maison tout à l'heure, je voulais voir des billets de train. Détente. Je clique sur la souris. Et si à un moment il y a marqué le serveur est en maintenance, revenez sur le site dans 5 minutes, je suis énervé. Alors qu'il y a 10 ans, je sortais de chez moi, je faisais la queue à la gare, j'attendais, et après il me disait il n'y a pas de place dans le train, je partais chercher une cabine téléphonique, j'appelais ma femme, c'était occupé comme d'habitude, et une fois que ça s'était réglé, je repartais, il me disait il n'y en a plus pour l'autre. Aujourd'hui, je suis chez moi, détente, je veux quelque chose, je ne l'ai pas tout de suite, je suis énervé. Je veux télécharger, je veux voir, je l'ai. Nos enfants ne savent plus gérer les frustrations, c'est de plus en plus compliqué pour eux. Vous savez que on est presque dans des pathologies qui sont en train de se mettre en place. Les addictions, c'est pas que ça. Les addictions sont des problématiques totalement autres, parfois chimiques, enfin, c'est plus complexe que ça. Mais désir, immédiateté du plaisir. Ah, waouh. Donc, c'est la même chose. L'enfant, j'avais, j'ai pas. Donc je crie. Donc non, sans coupable. S'il crie, ça veut dire qu'il souffre. Non, il souffre pas, il tente. Ben moi, je dis non. Un grand principe. Nos enfants vont jouer. Ils vont dire, ben, si t'es comme ça, je travaillerai plus, et ben tant pis. Mais je lui dis, mais c'est ton problème, c'est pas mon problème. Et ben, j'en suis convaincu, moi j'y peux rien, c'est ton problème, c'est ta vie à un moment. Tu fais tes choix. L'enfant, il a besoin de prendre conscience qu'à un moment, il faudra qu'il assume. Je ne serai pas sans arrêt derrière en train de faire du rattrapage. Mais ça, pour nous, on doit être clair dans notre tête. Quand l'enfant, il le perçoit, je vous assure que ça change. Maintenant, là, on doit s'en sentir sacrément coupable, c'est de ne pas prendre le temps de réfléchir à la dimension impliquante des choses. C'est là où on doit dire, oh, mais les culpabilisations que génèrent chez nous nos enfants, alors, ils font leur job, hein, ils savent parfaitement le faire, mais on ne doit pas tomber dans le piège. À un moment, il faut se regarder, il faut dire, j'essaye de faire le mieux que je peux, et je suis un être humain faillible qui ne marche pas à tous les coups. Moi, vous me voyez comme ça en train de vous faire une super conférence, vous venez me voir à la maison à 18 h aussi. Vous comprenez? On est faillible. Ça ne marche pas à tous les coups. C'est évident qu'on voudrait, parfois ça ne marche pas, et parfois on sait, pardonnez-moi l'expression, planter. Et alors, c'est pas grave. Ennemi de Pali Malchabar, on ne prie pas sur le passé, on redémarre, on recommence. Mais à un moment, il faut avoir un axe, il faut avoir une direction, il faut avoir une constance. Et même là-dedans, il y a des sinusoïdales, et c'est ça la vie. Je sors d'ici et demain matin, je parle mal à mon épouse ou mon époux me parle mal, mais c'est normal, c'est ça la vie. Il y a des sinusoïdales, on monte et on descend aussi. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on est dans une direction. Donc il faut faire très attention. Vous avez raison de ne pas tomber dans cette culpabilisation que l'enfant génère chez nous en nous disant qu'il est dans une pseudo-souffrance alors que la plupart du temps, il ne l'est pas. L'enfant souffre, vous savez de quoi? Du fait qu'on ne prenne pas le temps d'être avec lui. Ça, oui, c'est une souffrance. Et qu'on paye notre absence en lui donnant toutes sortes de choses. Alors il ne refuse pas parce que c'est sympa. Je suis tellement peu important que tu n'es pas capable de renoncer à quelque chose pour me montrer que je suis là. C'est vrai. Vendredi soir, mon maître, un de mes maîtres, nous avait dit, vendredi soir, un père de famille normal se pique. Vous allez dire à quoi? Il se shoot à la caféine. À la caféine. Avant de partir à la synagogue, on se prend 2 cafés tassés. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que, logiquement parlant, vendredi soir, on est en fin de semaine, on décompresse, on est assis, Gainara, le repas est sympathique, on est en lâcher prise et on n'est pas là comme il faut. Et c'est normal! Attendez, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc quand ma femme, elle voit que je lutte et que je me donne les moyens de me dire bravo, que la cavotte, qu'est-ce que je suis contente, ah pourtant elle n'a pas ce problème, mais c'est normal, c'est une femme, je suis un homme. Et il dit, mais pourquoi je fais? Pour que les enfants voient que je fais cet effort pour être présent à minima pour eux. C'est énorme, on ne leur a pas dit des grands Hiddushim, des grandes Vartora, des grands machins. Ça rassure, ça rassure. Non quoi qu'il faut avoir dit des choses, fait des choses, ah non. Montrer à l'autre qu'il est suffisamment important. Je vais vous dire, un enfant va dire, ah je devais réviser avec toi, mais je ne peux pas et toi tu dois partir. Dire, écoute mon chéri, qu'est-ce que tu dirais de l'idée que tu vas dormir maintenant et que demain matin on se lève, je me lève une demi-heure plus tôt et qu'on travaille ensemble. Même si concrètement on ne le fera pas, le fait de savoir que je suis prêt à me lever une demi-heure plus tôt, pour ça, c'est énorme. On a le bonheur d'avoir des enfants qui ont grandi, d'autres qui sont encore petits, mais j'ai remarqué que nos enfants, quand ils étaient à l'extérieur, dans le monde des yeshivot ou ailleurs, j'ai jamais compris d'où ils savaient quand je me levais le matin à 4h30, 5h pour partir très tôt. Parce que c'est généralement la veille de ces jours-là
qu'ils avaient besoin de me parler jusqu'à 1h30 du matin. D'où il sait, je sais pas. Comme par hasard, mais ma vache, t'appelles, j'ai besoin de te parler. Et au passage, je lui dis demain, ouais, il entend. Pourquoi je lui disais? Pour qu'il réalise qu'il est suffisamment important pour que je me dise, bon, c'est pas grave, je dormirai dans le train, je dormirai dans l'avion, je serai décalqué, et alors? Il le sait, qu'est-ce que je lui ai dit? Je sais même pas si je lui ai dit quelque chose. Je te révèle ton importance. Comment? C'est ce genre de choses qui changent énormément. C'est pas qu'on a fait des trucs super géniaux et tout, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que nos enfants perçoivent au fond qu'ils ont de la place et de l'importance, et c'est comme ça qu'on sort de notre culpabilité aussi. En réalisant qu'on est prêt à faire des efforts par rapport à eux et qu'on le leur dit. Et parfois on se trompe, comme un être normal. Le Mashgiar disait, le Nitna Torah, le Malaché Hacharet, la Torah n'a pas été donnée à des anges. Nous ne sommes pas des malachim. On est là, on a nos difficultés, nos histoires, nos angoisses, nos peurs, nos soucis, nos mondes intérieurs, nos vies, nos problèmes non réglés, des choses dont on n'a pas envie de parler, dont on a peur de parler, qui serait tellement bien de parler, mais on a tellement peur d'être mal jugé. Si on en parle, alors on n'en parle pas et on les garde. Pas simple. Mais alors, je suis un être humain, normal. Avec des mouvements, avec des évolutions. Et je dois me regarder en me disant, je suis quand même pas si terrible que ça, parce que j'essaye de faire des efforts, j'essaye de me battre. C'est pour ça que dans un couple, c'est fondamental. On voit que son mari a fait un petit effort, on voit que sa femme a fait un petit effort. Faites mousser, donnez du poids, dites c'est génial, c'est extraordinaire, j'apprécie. Pourtant on dit, ah, dites pas, ah, enfin, ou j'espère bien, ou c'est le minimum. Non, c'est la meilleure manière, vous arrêtez tout en faisant comme ça, comme un enfant. Bon, vous savez, écoutez, j'écris un livre, j'écris régulièrement des articles. Je vais vous faire un aveu. Quand j'étais à l'école, je me rappelle un jour de ce prof qui est venu me voir en me disant « Elie, je te félicite. Tu as 0 à ta dictée, mais cette fois-ci, tu n'as que 14 fautes. » Et Bémet, il le pensait sincèrement. Au lieu de mes, j'ose pas dire combien de fautes habituelles, je n'en avais fait que 14. Je m'étais battu comme un fou. Je n'avais fait que 14 fautes. Résultat, mes problèmes de grammaire ont disparu. Ont disparu. Et pas juste parce qu'il y a le corrector word, pas du tout. C'est-à-dire brusquement, mes efforts ont été récompensés par un bravo de l'autre alors que sur le papier j'avais 0. Mais il m'a dit, mais pour toi c'est énorme. Et je le sais et je te le dis. Et pour vous dire, j'ai le bonheur aujourd'hui d'avoir des petits-enfants et pourtant je m'en rappelle encore. Je me rappelle de cette image, je peux vous dire qui c'était, à quel endroit, comment ça s'est passé, pourquoi. Parce que ce sont des choses qui vous marquent, qui vous remplissent, qui vous donnent et qui vous énergisent. Ben, on peut tous le faire. Et si on ne l'a pas fait, on peut le faire. Et il n'est jamais trop tard pour le faire, clairement. C'est comme ça qu'on progresse, c'est sûr. Autre question, il est 10h30, une dernière question et puis clôture. Oui. Allez-y. En fait, c'est pour dire que les acteurs de l'éducation, c'est certes le père et la mère, mais également l'école, l'entourage lorsqu'on va chez les grands-parents. Et comment réagir, par exemple, lorsqu'on va chez le grand-père ou la belle-mère. Vous avez remarqué qu'il avait dire la grand-mère et le beau-père. La grand-mère qui est des mots qui ne soient pas en adéquation, qui sont prononcés, qui ne soient pas en adéquation avec ce qu'il entend à la maison. 3 conférences. Beaux-parents, école. Alors, non mais il a raison. Là, bon, je vais vous donner juste un point d'entrée, mais vraiment c'est un point d'entrée. Dans la relation aux beaux-parents, c'est extrêmement complexe. Quand on fait chaque année une journée qui s'appelle Journée spéciale Khatan Kala, dans cette journée-là, on fait entre autres une conférence spécialement dédiée aux problématiques de la gestion de la belle famille. Dans le prochain Kuntras, mon prochain article dans Kuntras, c'est justement sur l'irruption de la belle famille lors de la naissance du bébé. C'est vrai que la belle famille peut être géniale et sans s'en rendre compte être extrêmement toxique, ou ne pas être géniale et être aussi terriblement toxique. Ou ne pas être toxique aussi, et être parfaitement bien. Si on sait qu'il y a des choses qui vraiment ne sont pas du tout ce que l'on veut, alors on les amène, mais on est là. C'est-à-dire on est là, ils sont under control. Rares sont les cas dans lesquels on doit dire « niet ». Ce qui est sûr, c'est qu'on peut d'abord dire aux beaux-parents « Écoutez, vous savez, chez nous à la maison, on a plus l'habitude de faire comme ça. C'est pas que vous faites mal. Mais bon, chez nous, on a pris l'habitude. Est-ce que ça vous dérangerait pas? Parce que sinon, l'enfant, ça nous dérangerait qu'ils disent « Mais chez papy, mamie, on fait ça et pas chez nous. » Et au fond, vous avez votre manière d'être et qu'on respecte beaucoup. Nous, on a pris notre manière. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ne leur imposez pas. Qu'est-ce que vous en pensez? En montrant bien qu'on n'a pas envie que les enfants soient... Si à ce moment-là, ils disent « Ouais, vous êtes nuls, vous n'avez rien compris », bon, ok, c'est une autre configuration. Mais si on fait comme ça peut se passer si, bien sûr, les beaux-parents n'ont pas décidé d'être un nouveau parent via nos propres enfants. Si eux-mêmes ont décidé qu'à un moment, ils passent dans les classes supérieures. Ça, c'est cet axe-là. Voilà. Rares sont les cas dans lesquels il faut dire niet. Il y a des cas dans lesquels on ne peut pas, parce que l'environnement est authentiquement toxique, mais ce sont des cas rares et on ne peut pas prendre cette décision seul. Il faut vraiment poser une question. Il y a des personnes qui en ont l'expérience, et pas juste à quelqu'un d'adorable, de super bien, mais qui voit que l'instant T, alors qu'en vérité, notre problème à nous, c'est de voir à l'instant T plus. Et de ne pas juste entendre votre parole, mais entendre la parole de l'autre et comprendre ce qui se passe réellement, pas à travers juste le prisme de votre vécu. Ça, c'est un point. L'école, c'est un autre sujet. L'école, c'est un lieu d'enseignement normalement, pas un lieu d'éducation. De facto, elle se retrouve être lieu d'éducation. C'est un des grands enjeux de notre époque. Il y a un vrai travail qui doit être fait au niveau de la pédagogie de la transmission, ne serait-ce qu'en sachant que 30% des enfants dans les écoles juives sont issus de familles monoparentales ou recomposées. Donc c'est d'autres données. En sachant que les profs ne doivent pas juste faire passer un savoir, mais aussi une éthique d'existence. Si vous le voulez bien, on peut faire une série de 12 conférences là-dessus. C'est un autre thème qui est fondamental, mais on ne peut pas l'aborder ce soir, j'en suis vraiment désolé. En sachant qu'il y a des lieux et des écoles avec des individus qui font ce travail merveilleusement bien, et d'autres endroits où ça ne se fait pas encore. Ça, après, c'est chaque école, chaque structure, chaque direction et chaque prof en tant que tel qui, chacun a son savoir, ses possibilités ou ne l'a pas. Voilà, on va arrêter là-dessus. Je me permets juste de vous remercier d'abord de votre accueil, de dire que je me suis permis d'amener un livre que j'ai écrit, c'est le premier, j'espère, d'une série, qui s'appelle « Les 4 coupes de lait ». J'en ai amené moins d'une vingtaine. Le thème, c'est le développement personnel dans la tradition juive. C'est-à-dire, vous savez que chez nous, l'idée du travail sur soi est fondamentale. Travail sur l'écoute, sur le don, sur la culpabilité, sur la rancœur, sur la colère. Donc, ce livre est dédié à ce sujet. C'est basé essentiellement sur l'enseignement du Rav Wolbe, dont j'ai eu le plaisir de partager l'enseignement pendant pas mal d'années, enfin de donner ce qu'il a pu transmettre. Et pourquoi 4 coupes de lait? Je vais finir sur une histoire, parce que dans le livre, il y a une histoire dans le chapitre consacré au don. C'est l'histoire de cet homme qui est venu voir le Rav de Brisk et qui lui a dit « Rav, est-ce qu'on peut le soir du Seder, de Pessah, prendre du lait à la place du vin ?» Alors le Rav de Brisk lui a dit non. Mais le Rav de Brisk, une fois qu'il lui a dit non, a demandé à un de ses élèves où habitait cet homme et lui a dit, si ça ne te dérange pas, tu vas lui livrer maintenant quelques bouteilles de vin et quelques kilos de viande. C'est que le Rav de Brisk était un homme qui était connu pour sa génialité en Torah, mais pas qu'en Torah. Chez le Rav de Brisk à la maison, habitaient, venaient passer Shabbat et les fêtes toutes les filles mères de Brisk. Brisk était une ville dans laquelle il y avait des juifs pratiquants et pas pratiquants. Il y avait des filles mères, des femmes qui avaient des enfants hors mariage. C'est chez lui qu'elle passait Shabbat. J'ai dit, attends, mais chez le Rav, il disait, depuis quand, parce que quelqu'un fait une bêtise, il n'a pas le droit d'être à Matab Shabbat? Il était aussi mahmir dans les halachot de Bichoul et de Borer que dans les halachot entre nous et les autres. Il avait compris ce principe fondamental que chez nous, on ne fait pas de casier judiciaire. C'est pas parce que quelqu'un sur un point a fait une bêtise que pour autant, ça y est, il n'existe plus. Il y a bêtise et bêtise. Une crapule, à un moment, c'est une crapule. Ok, à un moment, elle a fait une bêtise, elle s'est retrouvée comme ça. C'est le Rav de Brisk, c'est important parce qu'on a souvent cette vision-là des Rav très mahmir dans les lois du Shabbat, mais il ne faut pas oublier que le Rav de Brisk était très connu aussi pour sa khumra dans Ben Adam Lachavero, une vigilance extrême dans le rapport à l'autre. Alors il dit, il faut livrer. Bon, l'autre il livre. Puis après il va chez son maître, il dit, ok, j'ai livré le vin, la viande, mais pourquoi de la viande? Du vin on comprend, il dit, il faut faire les 4 coupes sur du lait, c'est qu'il n'avait pas de vin. Mais pourquoi de la viande? On lui dit, attends. Je te rappelle que le soir du Seder, il y a 4 coupes. 2 avant le repas, 2 après le repas. Si cet homme pensait boire du lait, même après le repas, c'est qu'il avait sans doute pas de viande. La grandeur de ce maître, c'est d'avoir été capable d'écouter de l'au-delà du mot, de ne pas juste entendre ce qui était dit, mais d'essayer d'aller au-delà de ce qui était dit et d'y répondre même si ce n'était pas exprimé. Comme cette histoire, personnellement, m'a beaucoup touché quand je l'ai entendue, c'est pour ça que j'ai voulu en faire le titre du livre. Voilà, les personnes qui voudront le prendre avec plaisir. Je vous rappelle aussi qu'on a une structure qui s'appelle la Maison de la Famille. Si vous allez sur Internet, vous verrez la maison de la famille.com ou .fr, je ne sais pas, avec une ligne d'écoute. Pardon ? Il faut y aller sur Internet. Pour ceux qui veulent. On n'a pas
Internet? Oui, bien sûr. Ou alors vous faites un numéro de téléphone, j'ai pas mené des pubs, c'est le 0820 20 98 70. Il y a un numéro de téléphone avec des consultations, une ligne d'écoute, un certain nombre de services qui sont dédiés pour la famille et donc auxquels on peut faire appel. Il faut faire le 0820 20 98 70 et puis après donc suivre un guide vocal suivant qu'on ait besoin d'une ligne d'écoute ou alors d'avoir des renseignements plus précis par rapport à ses besoins. Oui. Je voulais juste demander ce que vous faites des bénéfices qu'on peut tirer d'Internet ou de choses comme ça. Alors, j'ai un site, j'en ai même pas qu'un, on a créé il y a quelques années lamet.fr, mais je vais vous dire, c'est le même principe, c'est une chose, c'est un problème de limite. Vous savez, il y a des choses qui sont géniales, mais tout dépend le cadre. Un homme et une femme qui se retrouvent ensemble dans l'intimité avant la choupa, c'est Chiyuv Mita. Après la choupa, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse exister. Tout dépend du cadre. Ce qui est sûr, c'est qu'à la maison, vas-y, Bezrat Hashem, et appeler quelqu'un en disant t'es une pourriture, va-t'en. C'est le même Kelly. Qu'est-ce que j'en fais? Et là-dessus, on est face à ce Kelly-là. C'est sûr que si on peut ne pas le faire entrer à la maison, c'est mieux, c'est quasiment impossible, alors il y a des règles. Et si l'enfant a besoin, un enfant n'a pas besoin d'avoir Facebook, n'a pas besoin d'avoir adresse email, tout ça, il n'en a pas besoin. Il y a Vosman, mais il en aura besoin. T'en as besoin? Non. Ah, pourquoi t'en veux? Non. Par contre, tu veux voir le concert de machin sur truc, très bien. Et s'il y est, on se met à côté et on regarde avec lui. C'est fatigant, c'est épuisant pour les parents, mais c'est ça le prix. C'est épuisant, ça prend du temps, ça prend des énergies, mais c'est pas grave, on sait pourquoi on le fait. Vaut mieux, et je finis là-dessus, vaut mieux aujourd'hui se fatiguer et pouvoir dormir tranquille dans quelques années, plutôt que de se laisser aller aujourd'hui et pas pouvoir dormir après pendant 30 ans. D'accord? C'est juste un choix d'investissement. Vous pouvez redonner le numéro de téléphone? 0820 20 98 70. Et après, pour la ligne d'écoute, c'est le choix 1 et pour les consultations, le choix 2. Voilà. Merci encore pour votre écoute. Shavuot Tov à tout le monde. Nous vous remercions de rendre le mail. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.